The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Vichy, du Festival des Jeux, mais qui est plutôt un salon. Et je suis en compagnie d'Antoine Boza. Salut Antoine. Bonjour Paul Gara. Comment vas-tu ? Ça va très très bien. Ouais. C'est un salon qui n'est pas trop fatigant comparé à d'autres, donc ça va bien. Oui, c'est l'échauffement pour Essen ? Ouais, par contre on enchaîne, ça va aller très vite derrière Essen et là ça va être moins sympa au niveau énergie, je pense. Ouais, puis c'est un jour de plus Essen et puis c'est beaucoup puis nous, plus grand. On a un stand pour Plépingue, donc on arrive même un jour avant et on repart que le lundi, donc là ça va être long et douloureux à la fin, je pense. Alors on va pas trop situer parce que je pense que tous les auditeurs et auditrices te connaissent. Hein. Tu es un des auteurs les plus... quand même une carrière assez impressionnante des auteurs français. Enfin, tu as gagné les prix les plus notables, tu les as gagnés, As d'or, tu as gagné aussi le Spiel avec Anabi. Anabi, ouais. Voilà, on en parlait avec Mathieu Despnous il y a pas longtemps. Ok. Tu as gagné l'As d'or avec aussi Seven Wonders, enfin la gamme Seven Wonders. Ouais. Seven Wonders et architecte. Il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'était quoi après le Covid, donc c'était 2021 22 je sais plus, 22 peut-être, je sais plus. Je crois que c'est 22. Je suis nul en date. Parce que 2021 c'est micro-macro, c'était voilà. Tu te rappelles, c'était plein Covid et nous c'était juste après le Covid, voilà, j'étais tout seul, il y avait personne d'Europoprod parce qu'ils n'avaient pas le droit de venir pour cause de Covid, je me souviens très bien. Donc voilà, tu as fait beaucoup de pas mal de jeux avec Roboprod, voilà, tout à fait. Je pense qu'on va en reparler après. Ouais. Alors l'idée c'est pas de faire une interview classique, hein, ici c'est en fait de parler de jeux qui t'ont inspiré en tant que joueur et puis aussi en tant qu'auteur de jeux, que game designer. Donc je t'ai demandé une petite liste de 5 jeux et ce que tu m'as donné. Donc voilà, on va partir sur cette liste. Au départ, tu es instituteur à la base, c'est ça ? Ouais, moi j'ai commencé mes premiers designs en parallèle de mon tout début de carrière d'instit. Donc même en fait, j'ai fait une année avant ça s'appelait l'UFM à l'époque, ça change tout le temps de nom. Oui. La formation en tout cas. J'ai fait un an d'enseignement avant ça et j'ai commencé à vraiment. Donc je suis revenu à Grenoble à ce moment-là. Et en fait, j'ai habité par hasard à côté du club de jeux. Bisous à Fred Brelot et Rexou de la radio des jeux que j'ai rencontré là-bas. Et du coup, j'ai commencé à jouer à ce moment-là et à créer mes premiers protos en parallèle au tout début de ma carrière d'enseignant. Donc j'ai enseigné 3 années plus l'année de formation. Et puis après, Seven Wonders est sorti et du coup, je suis passé à plein temps sur la création. À plein temps, ok. Alors quand je t'ai donné la liste, la première chose que tu m'as dit, je me rappelle plus de cette liste. Ce qu'il m'a dit, c'est le jeu de rôle en général, sans me donner un titre en particulier. Sans citer un jeu de rôle, c'est vraiment trop compliqué parce que je joue à beaucoup de choses. T'avais découvert le jeu de rôle bien avant ? Ouais. Moi, je suis vraiment un rôliste depuis vraiment l'année de 6e. En fait, en année de 6e, j'étais avec un très bon copain qui avait une grande sœur qui jouait avec des gens plus grands, donc avec des 3e. Tu vois, on était des 6e, donc les 3e nous ont initiés à Donjon. Hein, c'était Donjon à l'époque. Et je suis vraiment. La boîte rouge. Ouais, c'est ça. Et puis après, très rapidement, le AD&D, ils ont à cette époque-là, c'était déjà sur la 2e version. Et du coup, on a découvert, gamin en 6e, le jeu de rôle et c'était trop cool. Et en plus, on jouait avec les grands, donc c'était encore plus cool. Et je suis vraiment, après, j'ai refait énormément de jeux de rôle, collège, lycée, jusqu'à l'arrivée de Magic. Et à l'époque de Magic, comme beaucoup de gens, on a basculé, on a tous joué à Magic. Et j'ai moins joué. Et après, j'ai beaucoup fait de jeux de société. Donc, en fin de mes études, quand je suis retourné à Grenoble, et j'ai repris vraiment le jeu de rôle pendant le confinement. En fait. Ouais. Et à la fin du confinement, j'ai commencé à relire beaucoup de bouquins. Et là, maintenant, je joue régulièrement, je masterise. J'écris du scénar aussi. Oui. Donc, je suis vraiment retombé dans le jeu de rôle. Donc, c'est vraiment le média qui a eu un énorme impact forcément sur ma vision du jeu de société. Sur ta vision du jeu de société. Qu'est-ce que, quand tu découvres le jeu de rôle, donc en 6e, on a 11-12 ans, qu'est-ce que tu penses ? Tu dis ça ouvre un champ des possibles incroyable. Ouais, il y avait le côté. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, hein, donc le côté infinité de possibilités. Clairement, je suis un garçon, j'ai 11 ou 12 ans, donc on tape sur des monstres et c'est cool, tu vois. Il y avait clairement ça à cet âge-là. C'est Donjon à 12 ans, c'est quand même ça. Et c'est vrai, je suis tombé amoureux de ce média pour tout ce que tu pouvais faire en termes de créativité, d'imagination. Donc très vite, j'ai commencé à jouer à plein de trucs, à écrire un peu mes propres systèmes de jeu. Je bricolais déjà un peu de la mécanique à ce moment-là. Et si j'ai fait plein de jeux coop, si j'aime les jeux coop, c'est parce que en fait, je suis pas du tout un compétiteur. Et ce qui est chouette dans la plupart des jeux de rôle, pas tous, c'est que c'est des jeux coopératifs par essence. Donc, et c'est pas pour rien que j'aime les jeux coop et que j'en ai fait beaucoup. C'est que je viens du jeu de rôle où on n'est pas en compétition la plupart du temps. Il y a des exceptions, on va pas rentrer dans tous les détails de jeux de rôle, il y en a plein, mais on va dire que majoritairement c'est des jeux coop, les jeux de rôle quand même. Et même on dit que le MJ en fait joue avec les joueurs et joueurs. En réalité, on est sorti un peu de cette vision du MJ. C'est encore plus vrai maintenant qu'à l'époque où je jouais, où il y avait un peu d'opposition, le MJ contre les joueurs. Maintenant, il y a vraiment ce moment c'est vraiment full coop où
L'idée, c'est de passer le meilleur moment, donc plutôt de travailler ensemble et pas en opposition, même avec les meneurs de jeu, les meneuse. Est-ce que tu commences par Donjons et Dragons et ensuite tu découvres quels jeux t'ont marqué? Moi, j'ai beaucoup joué après, donc bien sûr Donjons au début, parce qu'il n'y a pas grand choix. Puis après, j'ai joué forcément à Cthulhu et surtout à Warhammer, le jeu de rôle fantasy, auquel je joue encore aussi beaucoup. Et ça, j'ai énormément joué à l'époque en campagne. Et après, je commence à aller à la MJC du quartier, où il y avait un petit club qui se réunissait le samedi soir. Et là, j'ai joué à plein de trucs. Alors, plein de trucs, il y avait déjà beaucoup de trucs, mais j'ai joué à peut-être de super-héros, des trucs un peu homebrew, indé, parce qu'il y avait déjà des mecs qui bricolaient. Et franchement, j'ai joué à Vampire, j'ai joué à tous les jeux d'univers de Vampire et tout. J'ai vraiment joué à plein de trucs, j'ai masterisé plein de trucs. Star Wars, Vampire, Werewolf. Devenir MJ, c'était une autre... comment tu l'as vécu? Pas tout de suite, quand j'étais vraiment gamin, j'étais vraiment joueur. Et puis, après, rapidement, j'ai bien aimé faire les deux. Et aujourd'hui, j'aime vraiment faire les deux, quoi. Mais j'aime encore plus, je pense, le côté créa, mais j'aime bien faire les deux, quoi. Donc j'ai joué voilà. Et maintenant, j'achète beaucoup trop de jeux de rôle que j'ai à peine le temps de lire. Mais je les achète vraiment pour le plaisir de lire et découvrir, même si j'ai pas le temps de jouer. Et puis, très honnêtement, pour soutenir la cause, parce qu'il y a une scène indé, notamment francophone, mais pas que, qui est hyper riche. Mais bon, on sait qu'on gagne pas d'argent, on gagne pas d'argent en faisant du jeu de rôle. Donc j'achète aussi par soutien. Ouais, par soutien militant, on va dire. Ouais. Et bien sûr, je peux pas jouer à tout parce que par contre, c'est un loisir qui est assez chronophage, quoi. Tu découvres le PBTA aussi ou... Ouais, assez tard. Justement, je découvre quand je ressors du confinement et que je me remets à faire du jeu de rôle. Donc, PBTA, c'est Powered by the Apocalypse, c'est un système de jeu qui date de Vincent et Megan Baker, qui date de... 2010, je saurais pas te dire, les années 2010. Je sais pas exactement le... Et qui a changé un peu parce que c'est un système qui est plus narratif. Ouais, où il y a vraiment une approche. En fait, il y a vraiment un twist de game design qui m'a bluffé. Le premier que j'ai lu par hasard, c'est Berlin 18, qui a une version PBTA. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait exactement le même genre de phénomène que quand j'ai lu la règle de The Man. J'ai fait attends, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? C'est pas possible. Je veux voir comment ça marche, quoi. Et le PBTA, c'est un système que j'ai adoré, que je trouve hyper intéressant parce qu'il permet de faire des parties très très dynamiques où tu peux jouer des séances courtes. Nous, on jouait très longtemps quand on était jeunes. Maintenant, on fait des séances de JDR qui font plus 3, maximum 4 heures. Et encore en présentiel, en distanciel moins. Et le PBTA, ça te permet vraiment de concentrer énormément de moments de jeu dans un petit temps, quoi. Tu peux régler des combats. À l'époque, on jouait à Donj, ça durait l'après-midi. Là, tu peux régler des combats hyper péchus en 3 jets de dés et tout. Voilà, le PBTA, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. J'ai joué beaucoup à The Sprawl en PBTA, j'ai joué en campagne. J'ai acheté, je pense, tous les jeux PBTA qui ont été traduits en français, je les ai achetés et lus. Et c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et je trouve que c'est assez... Moi, je joue à plein de jeux de société, mais je trouve qu'il y a plus de créativité dans le milieu du jeu de rôle que dans le jeu de société, en fait. Notamment tous ces systèmes qui cassent tous les trucs auxquels on était habitué. Et ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et il y a plein de jeux indés avec des concepts très, très, très bizarres. Je sais pas si t'as joué à... Comment il s'appelle ce jeu d'horreur où tu joues avec une tour de Jenga, là? Ça, il y a le Ten Candles aussi, je suis tombé. Il y a des trucs, je trouve, en termes de créativité qui sont... Mais aussi parce qu'ils peuvent se le permettre, parce que de toute façon, c'est des petits marchés faits à la maison où on cherche pas à gagner de l'argent parce qu'il n'y a pas de chaîne de production. Hein. Et je trouve que c'est très très inspirant et voilà. Je sais qu'on avait déjà un peu abordé le sujet ensemble, mais c'est vrai que dans le jeu de société, quand on aime la narration et l'immersion, en fait, ce côté-là, dans le jeu de société, je trouve que c'est beaucoup plus dur parce que la mécanique l'emporte souvent. Enfin, il y a la mécanique est plus rigide. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aime pas trop. J'ai jamais aimé les jeux hybrides. Je préfère faire quand je fais un jeu de société, je préfère un truc où finalement il y a de la méca, même si je suis très attaché à la narration, au thème. Et si je veux un jeu de rôle, je vais faire un vrai jeu de rôle. Et j'ai jamais été très convaincu par les formules hybrides. Pour ce que tu dis, c'est difficile de gérer un moment. Je préfère choisir franchement et faire à 100% voilà. Et varier, une fois faire l'un, une fois faire l'autre, que faire des trucs hybrides, quoi. Et des systèmes encore plus novateurs, comme on en a sans MJ, sans D, sans... Ça, j'en ai moins joué, je t'avoue, j'en ai joué un peu, mais j'en ai moins joué, parce qu'à nouveau, je peux pas jouer à tout, quoi. Mais ouais, il y a plein de concept super innovant en fait en termes de game design. Je trouve que c'est très très intéressant. Et aussi dans le jeu de rôle, est-ce que tu t'as, j'avais interviewé Melville qui est une autrice de jeu de rôle et elle disait c'est vrai que dans le jeu de rôle tu peux en général même dans toute œuvre tu peux aborder plot driven ou character driven. Toi, le développement des relations interpersonnelles dans le JDR, ça t'intéresse aussi ou... Ouais, mais ça c'est pareil, c'est un truc qui n'était pas du tout travaillé dans les vieux jeux. Ça apparaît notamment les PBTA, ils gèrent à la création déjà pour mettre des relations entre les persos. Et je trouve ça super intéressant parce qu'à nouveau, ça te permet de créer ça te permet d'être directement dans des relations interperso, là où avant souvent il fallait plusieurs parties pour que ça se crée. Voilà, parce que c'était au fur et à mesure des expériences et je trouve que c'est super intéressant aussi pour ça.
Melville, j'ai lu c'est Bois dormant, c'est ça qui Ouais, est super c'est ça. intéressant. J'ai pas joué, tu vois, mais j'ai lu aussi, j'ai tout acheté, j'ai tout lu, mais j'ai pas joué à tout. Ouais, qui est top. Super intéressant aussi. Moi, j'en ai parlé, elle avait fait aussi une tétralogie de l'amitié où tu joues avec un système de jetons aussi. Enfin, Ça, j'ai pas lu. Mais... Et où tu es que basé sur de la relation interpersonnelle et tu arrêtes la partie quand tu estimes que tu as fait le tour. Enfin, aussi, il y a aussi ça. C'est intéressant. Est-ce que des joueurs et joueuses qui ont plus l'habitude des jeux traditionnels ont du mal? C'est parce qu'ils ont du mal à voir quel est l'enjeu final. Ouais, bien sûr. Et puis souvent, il y avait, les vieux jeux, c'était long, ça demandait un sacré investissement. Maintenant, t'as beaucoup de jeux qui peuvent se jouer en 2 heures. En 1 heure, 2 heures la séance. Ouais. Tu vois, moi, j'avais joué à Cozy Corner. Je sais pas si t'as joué à un jeu où tu dessines. Tu crées un village en dessinant avec des événements en coopération. Ça, j'ai joué avec des enfants, c'est super intéressant. Et tu peux jouer en 1 heure, t'as joué la partie. Il y a plein de trucs super intéressants comme ça. T'as joué à Alice is Missing? Oui. Mais j'ai pas trop accroché, on a joué à la cafetière et en fait j'ai eu un souci on s'est désengagé assez vite en fait. J'ai trouvé ça intéressant, mais en fait moi il y a un truc bizarre entre on était dans la même pièce mais on communiquait via les téléphones et au bout d'un quart d'heure on a décroché. J'ai pas trouvé ça si convaincant. C'est marrant parce que moi j'ai joué qu'en distanciel et il y a dans le podcast de la cellule ils expliquaient que ça c'était intéressant parce qu'en fait on fait ce que nos personnages font. Et c'est vrai que je me dis que quand t'es en présentiel, alors tout le monde dit en présentiel c'est beaucoup plus intense parce qu'il y a aussi des choses qu'on peut se voir, on a des moments de révélation. Mais c'est vrai que du coup il y a moins la synchronicité, enfin on est moins exactement en train de faire ce que fait notre personnage qui crée une implication supplémentaire. Ouais. Je pense pour le coup ça aurait été mieux si on n'avait pas été au même endroit physiquement. Ouais. Nous ça a joué dans notre pas mauvaise expérience mais dans pas, votre ressenti en fait. Ouais. Okay. Ouais, complètement. Il y a un jeu que t'as fait qui est quand même inspiré d'un jeu de rôle, c'est Oltré. Ouais, tout à fait, complètement, qui est donc chez Studio H. Studio H. C'était chez Matago à l'époque, ça a été signé, mais comme ça a changé entre temps, que ça a été très très long. Qui est clairement inspiré donc du jeu de rôle d'Oltré, qui est un jeu de rôle de John Grumpf, qui est un vieux copain avec qui j'ai bossé, que je connais depuis une vingtaine d'années, et qui était du coup un projet assez ambitieux et compliqué à faire parce que essayons de mettre de la vraie narration dans un jeu de société avec des mécas de jeux de société. Mais je l'ai vraiment fait parce que dans le jeu de rôle, il y avait déjà des mechas qui rappelaient du jeu de société. Alors que Grumpf joue pas spécialement à des jeux de société. On en avait il y avait déjà de la gestion de ressources, il y avait déjà des trucs intéressants, de la construction de bâtiments il y avait des règles pour gérer ça, ce qui est assez pas forcément commun dans les jeux de rôle. Et du coup, à la lecture, il y avait vraiment ce côté, on est un peu dans un truc hybride et j'avais envie de voir si on pouvait complètement basculer dans un jeu de plateau, on va dire conventionnel, mais avec de la narration, parce que c'est quand même un jeu de rôle avec la narration à la base. On avait discuté quand il avait été nommé pour le Last Dorinci. Et tu m'avais dit que de toute façon, dès que tu y avais joué, tu avais eu une vision au jeu de plateau. Enfin, la lecture, vraiment, la lecture, ça évoquait déjà des choses très rapidement. Après, ça a été très long dans le process, mais vraiment, la lecture, j'avais envie j'ai eu envie de t'emparer d'un univers qui n'était pas le tien, parce qu'en fait, il existait. Comment tu le travailles, ça de... Alors là, pour le coup... En fait, tu connaissais l'auteur, donc ça facilite, pour le coup, je connaissais l'auteur et l'éditeur, c'est des copains, donc c'était facile. Donc je leur en ai parlé, ils étaient complètement partants sur le projet. Et du coup, donc Grumpf, qui est l'auteur du JDR, je l'ai sollicité, pareil, plus sur du brainstorming, il y a 100 événements dans la boîte de base. Je lui ai dit, 100 événements, va falloir que tu m'aides parce que sinon je vais tourner en boucle et je vais répéter. Donc il m'a vraiment, et lui c'est vraiment un créatif qui a énormément d'idées. Donc il m'a vraiment, on a brainstormé, il m'a livré des listes d'idées en fait. Il m'a dit pour les événements tu fais ça, pour les scénarios j'avais pensé à écrire ça, j'ai pas eu le temps, mais si tu veux réutiliser, donc il m'a donné de la matière brute. Et après, moi, j'ai tout mis en forme à partir de là. Et tu disais qu'il fallait restituer l'ambiance du jeu de rôle, et c'est vrai que Oltré n'est pas un jeu épique. Non, c'est. On n'est pas dans. Il y a même une sorte de mélancolie. Enfin, moi, je trouve, et d'ailleurs, je le redis parce que je trouve la couverture de Vincent Dutré absolument magnifique, et je trouve qu'elle restitue toute l'ambiance du jeu. Elle a une forme de mélancolie. Ouais, il y a vraiment ça parce que tu joues dans un univers médiéval low fantasy. En gros, il y a très peu de magie, il y en a un petit peu, mais c'est vraiment toile de fond. Et tu joues sur les ruines d'un ancien empire, donc il y a un peu ce côté reconstruction. Ouais, voilà, c'est presque du post-apo médiéval en fait. Il y a un côté reconstruction et tu joues en gros des gardiens de la paix, donc tu joues des gens qui bossent et qui gèrent des situations qu'ils n'ont pas envie de gérer. Et effectivement, tu lances pas des boules de feu et tu vas pas attaquer des dragons, quoi. Tu vas pas sauver le monde. Moi, j'ai en fait, beaucoup, tu sauves pas du tout le monde. Et j'aime bien, en fait, moi, j'ai jamais été, j'ai pas joué à des jeux de super-héros et tout, ça a jamais été ma came. J'aime bien jouer les gens du commun qui galèrent plus que les super-héros. Ça n'a jamais été vraiment mon truc. Donc, c'est ce qui m'a plu dans l'univers d'Oltré. Et voilà, on a essayé de remettre ça dans le moi, je trouve que plateau. C'est bien restitué parce que c'est vrai tu gères des situations un peu, des fois, à la con. Parfois, tu règles un problème d'ivrogne dans une taverne et tout. Et c'est assez... T'as pas trop de gros nécromanciens et de dragons. Tu dois gérer des petits trucs. Les gens ont des problèmes. Et en gros, t'es une espèce de gardien de la paix médiéval et t'essayes de gérer les problèmes. Et il y a un autre truc, moi, je trouve notable dans le jeu, c'est que t'as un système de victoire majeur, mineur. C'est-à-dire qu'en fait...
Je sais pas si ça vient du fait de ce que tu disais que t'es pas très compétiteur, mais je trouve ça intéressant les jeux où tu peux avoir des victoires, graduelles en fait, Ouais. un mode de victoire graduelle. Ça, c'était dès l'origine ou c'est Non, venu alors après? pour le coup de ce que je me souviens, c'est le truc avec lequel j'ai le plus galéré, c'était la méca est venue, c'était assez simple, mais c'était justement d'arriver à doser et la difficulté, parce que dans un coop c'est dur, mais dans un truc narratif où il y a quand même beaucoup d'aléatoires, parce que toi t'as quand même des tests et l'aléatoire a quand même un... Et c'était vachement dur d'arriver à trouver une fin de partie et une tension quand même dans la fin. Et d'ailleurs, c'est une des critiques du jeu que je comprends tout à fait. Il y a des gens qui me disent, des fois, il y a des parties où, en fait, on n'a pas de tension parce qu'on a déjà bouclé les objectifs tôt et tout. Et c'était super dur à régler parce que, en fait, tu mélanges et le scénario et des événements aléatoires, dont la résolution est aussi liée à de l'aléatoire parce que tu as des tests de compétences. Et la grosse difficulté et sans doute le point faible du jeu, c'est que tu peux avoir des parties qui sont du coup trop tendues ou des parties qui sont pas assez tendues, quoi. Et ça, c'était vraiment, voilà. Et il y a un petit côté expérimental dans le jeu, justement, de tester ça. Est-ce que voir comment les gens allaient réagir à au niveau de difficulté et aux trucs comme ça. Moi, On le savait à la base, en quoi. fait, c'est un sujet de ce qu'est la victoire. En fait, le fait qu'on ait besoin de victoire, de gagner et tout. Et je trouve ça intéressant de développer des jeux qui ont une autre approche de la victoire. Moi, il y a des parties perdues que je trouve intéressantes, tu Oui. vois. Mais effectivement, dans le pool des joueurs qui ont joué au jeu, tu vois, il y a des gens qui ont été frustrés par ça, quoi. Et t'es en mode, oui, là, on a perdu, mais c'est parce qu'on n'a pas eu de bol et tout. Je suis, en fait, quand vous faites un jeu de rôle, des fois, ça se passe pas bien. Ouais. Mais dans le jeu de société, on a moins l'habitude de ça, en fait. Ouais, tout à fait. Aussi parce Donc, qu'on veut plus ça. de contrôle aussi, je pense. Ouais, je pense, complètement, ouais. On a plus l'habitude de, ouais. Mais voilà. Donc ça, c'était un peu la partie expérimentale du jeu. Ouais. Le jeu qui a plutôt bien marché, mais qui est pas un gros succès, notamment parce que c'est très difficile à exporter, parce qu'il y a des milliards de lignes de texte à traduire et que ça coûte trop cher à faire. Mais je suis quand même content, c'était une belle aventure et c'était chouette. C'était un gros projet qui était chouette. Un jeu de rôle pour enfants que tu as fait, qui est ressorti là récemment. Alors qui va sortir chez Matago, Petite Sorcière, c'est ça? Ouais, alors en fait, la version que c'est une version gratuite en ligne qui s'appelait Petite Sorcière, et quand ça a été édité en 2001, je crois, par 7e Cercle à l'époque, ils ont changé le titre pour Conte ensorcelé. Donc du coup, ça c'est, on va dire, le titre de la version éditée, c'est Conte ensorcelé. Et sur net, si tu fouilles, tu dois encore trouver les vieux fichiers de Petites Sorcières qui doivent traîner sur des serveurs obscurs de rôlistes. Alors, on va passer au deuxième jeu. Alors, j'ai envie de dire, là, c'est un peu un grand écart, puisqu'on va parler de Puerto Rico, un jeu de 2002, un jeu de Andreas Stefart. Andreas Stefart, je sais pas comment on prononce. Stefart, ouais, je pense. Je sais pas. Qui fait partie des très, très, très grands classiques du jeu de société moderne. Ouais, complètement. Et qui ressort d'ailleurs, j'ai vu, il y a un Kickstarter en ce moment d'une version collector qui, à mon avis, c'est pas du tout pratique pour jouer, mais c'est très joli. J'ai vu les bâtiments en 3D, je suis pas convaincu. Je pense que je vais garder ma vieille version, en fait. Puerto Rico, pour le coup, donc moi je commence à jouer en 2003 quand je reviens à Grenoble, et donc je commence à être un stit. Et à un moment, je vais à la maison des jeux. Coucou Jenny si t'écoutes. Et à un moment, ils me disent, faut que tu viennes. On fait un week-end tous les ans qui s'appelle Ludix. Et on va dans un gîte dans la montagne et on joue à 10 jeux. Il y a un tournoi sur 10 jeux complètement différents. Et voilà, il me dit, le tournoi, on s'en fiche, mais on joue à 10 jeux, quoi. Et c'est le premier week-end de jeu que je fais à l'époque. Et dans les 10 jeux, il y a Colon de Catane. Je m'ennuie. Il y a Quarto. J'aime pas les jeux abstraits, mais c'est quand même vachement malin, le design. Et à un moment, on joue à Puerto Rico et là, je fais wow, on peut faire ça avec du carton et du papier. Je veux faire des jeux, quoi. Ça me confirme que je veux faire des jeux. Puerto, je prends une énorme claque. J'y joue au moins une fois par an sur ma vieille boîte. J'y joue toujours. Je trouve que ça vieillit plutôt bien en plus. Parce que c'était hyper en avance sur son temps au niveau de la méca, le flow, tu joues vite et tout. Donc c'est vraiment le premier jeu où je me dis, ah ouais, on peut faire ça avec des jeux de société, c'est cool. Je veux faire des trucs comme ça, c'est très impressionnant. C'est comment dire, les rôles et le fait qu'on joue. Ouais, la méca de rôle. Qui permet d'éviter le downtime. Alors moi, je suis un gros paresseux et je m'ennuie rapidement, donc le downtime, c'est vraiment un truc je suis exactement très comme toi. Et Puerto, à l'époque où il y a quand même beaucoup plus de downtime dans les jeux, c'est hyper en avance parce qu'effectivement, le gars qui fait une action, les autres ils jouent aussi, quoi. Tu fais waouh, ça c'est brillant, quoi. Cette méca là, elle est incroyable, elle a été reprise depuis d'ailleurs. Elle est vraiment vraiment incroyable. Et puis c'est mon premier jeu un peu à l'époque on aurait dit expert, peut-être maintenant c'est qu'initié, j'en sais rien, mais où t'as de la gestion ressources, où t'as vraiment des décisions à prendre et tout. Et ouais, je suis vraiment bluffé par le jeu, quoi. Enfin, c'est quand même un jeu où t'as de la contrainte pour construire tes bâtiments. Ouais, puis tu peux un peu te pourrir les uns les autres quand même. Ça peut être assez méchant selon le nombre de joueurs. Ouais, si tu joues à beaucoup, c'est vraiment méchant. Il y a pas de place pour tout le monde sur les bateaux. Et ouais, ce jeu, je pense vraiment, c'est vraiment ma première grosse claque. Alors, si on exclut Magic, parce que Magic, c'est un jeu à part, mais en jeu de société, on va dire allemand de l'époque, c'est mon premier jeu allemand comme ça où je fais waouh, ah ouais, ça, c'est quand même vraiment très très bien, quoi. Et voilà, c'est vraiment, si vous y avez pas joué à Puerto Rico, faut absolument y jouer. Alors, on peut revenir sur le thème qui effectivement est un peu contestable, mais c'était une autre époque. Voilà, mais effectivement, 100%, faut faire abstraction du thème, mais en termes de mécanique, c'est brillant.
toi, en tant que créateur, c'est pas le genre de jeu que tu crées, pour lesquels on te connaît le plus, on va dire. Non, pas vraiment. Ouais, c'est quand même un jeu. Mais tu vois, même pour un jeu allemand, je trouve que c'est pas très typique du jeu allemand. Quoi. Non, c'est plus, oui, c'est pas le. Je pense, c'est pour ça. Je suis pas très jeu allemand. Souvent, c'est quand même très mathématique. Et moi, j'ai besoin qu'il y ait un peu de fun. Et Puerto, je trouve qu'il y a du fun. Tu vois, il y a ce côté de, déjà, t'es toujours actif. On se tire un peu la bourre. Tu vois, donc c'est déjà pas le plus représentatif, je trouve, des jeux allemands. Tu vois. À l'époque, bien sûr, je jouais à Tikal, les Kramer Kessling. Et tu vois, ça, c'est des jeux, j'y joue plus parce que. D'ailleurs, je sais pas s'il y a encore des gens qui jouent parce que ça vieillit. Mais ça, c'est le jeu allemand typique qui est quand même très mathématique, où il y a très peu d'ambiance. Ça n'a jamais été ma cam. Donc oui, c'est clairement pas ce que je design non plus. Quoi. Et le côté des rôles comme ça, est-ce que c'est des choses que tu as essayé d'explorer dans des créations ? Est-ce que j'ai utilisé ça ? Je suis pas sûr, non. Je réfléchis comme ça, mais non, je crois pas. Hein. Je sais que ça a été repris dans d'autres jeux, mais moi, je l'ai pas spécialement utilisé. Par contre, moi, dans mes designs, je réfléchis énormément à la simplicité du tour, justement pour limiter le downtime et que les tours soient rapides. Donc dans Seven Wonders, l'idée du draft qui fait que finalement, quel que soit le nombre de joueuses, on arrive toujours à des parties à peu près. Ouais, ça, c'était un gros. Parce que bien sûr, pour avoir parlé de Seven Wonders avec Théo Rivière, il disait que c'était pour lui, c'était une énorme force du jeu. C'est cette absence de downtime en fait qui. Ouais, clairement, c'est une des raisons du succès du jeu. C'est pas la seule, mais c'est une des grosses raisons. Parce qu'à l'époque, il y a encore beaucoup de jeux à l'allemande où tu joues un tour sur 4, ou comme il y a de la réflexion, forcément le tour il dure pas 20 secondes. Et moi, vraiment, dans la plupart de mes designs, j'imagine qu'on peut trouver une exception, j'essaye toujours d'avoir des tours de jeu simples et rapides. Enfin, tu vois, Seven, c'est tu joues une carte. Et si on parle de Zenith auquel tu as joué, on a kiffé le jeu parce que c'est un jeu qui est ultra riche, mais le flow du jeu, c'est à ton tour, tu joues une carte. Et ça, je trouve ça super important. Ouais, pour pas couper pour que ça s'enchaîne, qu'il y ait du rythme. Le rythme, puis le rythme. Oui, le rythme. Moi, j'ai besoin de rythme, en fait. Tu vois, comme en jeu de rôle, si un combat il dure 4 heures, maintenant, tu tapes plus envie, tu décroches et puis tu fais autre chose. Le PBTA, où tu arrives à avoir un rythme où t'enchaînes les scènes, t'enchaînes l'action. Et comme je suis vachement attaché à ça. Dans le PBTA, on l'a pas dit, mais comme tu dois être très réceptif à ce que vont dire les autres, t'as un investissement qui est beaucoup plus fort. Enfin, tu décroches un peu moins. Ouais, c'est pas forcément évident aussi, mais voilà. C'est plus facile. L'idée, c'est le rythme, quoi. Et c'est souvent dans les. Il y a plein d'exceptions, je vais pas faire de généralité, mais jeu allemand, t'as quand même, chacun prend son tour, le tour peut durer, tu vois, si tu rejoues à Tikal maintenant, t'avais 10 points d'action à ton tour à Tikal. Ouais. Ton tour, il durait un quart d'heure. Une partie à 4, enfin, c'est pas possible, quoi. Et là où Puerto était brillant, c'est que tu jouais tout le temps, quoi. Et de toute façon, t'as jamais eu envie de pousser plus dans le jeu de gestion, quoi. Ça, pas alors, en tant que créateur. Oui et non. Je fais beaucoup moins de design maintenant, mais j'aimerais, et j'ai l'idée depuis 15 ans, je pense, j'ai le thème de mon gros jeu de gestion, en fait. Oh. Le thème, je l'ai depuis 15 ans, j'ai des notes et tout. Et un jour, peut-être, j'essaierai d'en faire un proto et tout. Et de faire, pour une fois, tu vois, pour l'avoir fait une fois, avoir fait un gros jeu. J'ai fait 2-3 gros jeux avec Kaedama, tu vois, mais pas vraiment des jeux de gestion, plus des gros projets à figurine, quoi. Mais si un jour je dois faire ce gros jeu de gestion, ça sera forcément celui-là dont j'ai déjà le thème depuis 15 ans et je sais que le thème, 15 ans après, c'est le thème ou pas ? Non, je peux pas dire ce que c'est. 15 ans après, le thème, j'ai toujours envie que ça soit ce thème-là et peut-être je le ferai un jour, mais je t'avoue que là, non, en ce moment, j'ai pas le temps. Et d'ailleurs, quand tu travailles, le thème, il vient en même temps que le jeu ou c'est ? Ouais, souvent, il vient même avant le jeu. Avant même le jeu. Avant le jeu, ouais. Même sur Seven Wonders où le thème, très franchement, tu pourrais le changer. Oui. Le jeu a découlé du thème. D'accord. Même si le thème est pas si marqué. Même dans les jeux, que j'ai fait où le thème est pas si marqué, la plupart du temps, le jeu a découlé du thème. Ou plutôt de l'histoire que j'avais envie de raconter. T'as jamais, pas du tout le côté thème plaqué. Enfin, non. En vrai, t'as vraiment. J'ai fait un jeu abstrait une fois qui a pas du tout marché, qui s'appelle Collection chez Blue Orange. Et c'est vraiment le seul jeu que j'ai fait où c'est abstrait, mais sinon je pars toujours d'une thème ou d'une histoire à raconter, quoi. Le troisième jeu que tu m'as mentionné, c'est Salade de cafard. Alors, tu m'avais donné Kakerlaken Poker, c'est pas salade, c'est poker. Le tout premier de la série où il y en a eu plein des jeux. Il y a Kakerlaken Salade. Donc toi, c'est des poker, de Jacques Zimet. Le tout premier qu'il a fait, c'est le tout premier qu'il a fait, Jacques Zimet, un auteur luxembourgeois qui est pas très connu. Ouais. Mais qui fait encore un peu des jeux, mais moins, et qui est en fait très connu parce qu'il a fait, il a vraiment fait tous ces jeux un peu rigolos où tu dois retenir des choses et recomposer des chaînes verbales à la mémoire. Et Kakerlaken Poker, c'est un jeu de pur bluff double guessing. Et je pense que c'est le jeu, le meilleur jeu. Ça reste le meilleur jeu de bluff double guessing. J'en ai jamais fait des jeux de bluff et de guessing parce que pour moi, de toute façon, on pourrait pas faire mieux que Kakerlaken Poker. Donc c'est un jeu, si vous pareil, je sais pas si on trouve encore en version française. Si vous avez pas joué, faut y jouer, quoi. C'est vraiment un monument. Je sais pas de quelle année c'est. C'est un très vieux jeu du coup. Je sais pas si t'as retrouvé la date. Je crois, ah ouais, je pensais que c'est plus vieux que ça, tu vois. Non, mais peut-être, c'est possible. Peut-être la VF aussi. Donc ça. Peut-être. Non, c'est 2004. Ouais, pardon. 2004. Ouais, tu vois, ça correspond à l'époque où j'ai commencé à jouer et tout. Je suis tombé là-dessus et voilà. Qu'est-ce que t'aimes dans le bluff ?
À nouveau, déjà, même quand tu joues pas, t'es concerné par ce qui se passe à la table, parce qu'il y a de la tension, parce qu'il y en a un qui essaye d'encrouner l'autre, donc tout le monde est concerné. Et du coup, à nouveau, moi, ce que j'aime bien, c'est quand il se passe des trucs à la table. Tu vois, si c'est juste pour faire des maths, de la gestion, de ressources et tout, je trouve ça un peu plat. J'aime bien quand il se passe vraiment un truc à la table. Carcassonne, c'est tout ça. Enfin, tu tends la carte à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux et tu lui mens délibérément. Il doit savoir si tu mens ou pas. Je trouve il se passe toujours plein de trucs. C'est un jeu avec qui tu peux jouer avec n'importe qui. Tu peux jouer avec les enfants, ça marche super bien. Parce qu'en plus, les enfants, quand ils mentent, ils ont tendance à se voir. Donc c'est quand même très rigolo. Tu vois, la poker face chez les enfants, c'est toujours un moment rigolo. Et à nouveau, il y a une pureté dans le design qui fait que, en fait, tu peux faire des jeux de bluff plus compliqués, mais je vois pas l'intérêt par rapport à ces jeux super simples qui sont tellement efficaces, quoi. Ok. Et le poker même, le poker... J'ai joué beaucoup au poker. Rexou, Mathias, Fred Brelo de la radio des jeux. On a beaucoup joué au poker quand on était à Grenoble, on jouait. J'ai énormément joué, j'ai joué en ligne. J'y joue plus du tout, mais j'ai une période où j'ai beaucoup joué au poker. Ouais. Bruno Fedouti disait lui aussi, il avait cité le poker dans ses 5 jeux phares et il disait que la difficulté du poker décliné en jeu de société, c'est le fait qu'on ne va pas jouer d'argent. Ouais, que pour lui, c'est une composante essentielle en fait pour que le poker fonctionne. Je suis assez d'accord. En fait, le poker, au-delà du gameplay, c'est la mise qui est importante, quoi. C'est la tension qu'il y a par rapport aux mises. Donc c'est quelque chose qui est pas forcément évident à adapter. Pour moi, c'est à nouveau, tu vois, ça m'intéresserait pas de faire un truc hybride. Soit jouer au poker, soit jouer à un jeu de société, mais un truc qui mélange les deux, c'est pas forcément ce que je vais aimer, quoi. Le jeu suivant, c'est The Mind. Un jeu de Wolfgang Warsch, avec qui j'ai discuté à Berlin. C'était un super moment. On a discuté à Berlin pendant la cérémonie. Et il est venu me voir en me disant je joue à Seven Wonders avec mes enfants, c'est trop bien. Il me dit The Mind, je l'ai un peu fait parce que j'ai joué à Anabi. Je lui dis tu sais, pour moi The Mind, c'est un peu Anabi comme j'aurais dû le faire si j'avais réussi à épurer et tout. Donc c'était un super moment de le rencontrer. C'est un mec brillant. The Mind, c'était incroyable. C'est une claque. Pareil, moi je lu là. C'est Eric Martin qui commence à en parler le premier. Et à Cannes, il y a 2-3 boîtes chez NSV. Je récupère la boîte parce qu'Eric Martin a dit il faut jouer à ce jeu, c'est bizarre mais c'est bien. Je sais plus quelle année c'était. C'était 1 an ou 2 avant qu'il ait l'As d'or, je sais pas trop. Et pareil, je lis la règle sur le salon puis je fais c'est bizarre quoi. Ça va pas marcher ce jeu quoi. Est-ce que t'as le sentiment un peu, c'est genre un peu foutage de gueule, un peu honnêtement, je me rappelle plus. Je sais que mon feeling est bizarre, je sais pas, et je suis curieux. Je dis c'est bizarre. Tu vois, à force de faire des jeux et à force de lire des règles. À la moitié de la règle, je sais si ça va me plaire, je sais si ça va être ma cam, je sais si ça va être objectivement bien ficelé. Et là, tu lis la règle de The Mind et je fais non, je vois pas en fait, je vois pas ce qui peut se passer dans le jeu quoi. Et quand on joue, c'est incroyable quoi. On a joué, j'ai des souvenirs de parties à l'atelier à nouveau avec Fred et Rexou après des radios des jeux où en termes d'ambiance, j'ai jamais vu ça quoi. Les gens ils sont debout, c'est les finales les supporters à la finale de la Coupe du Monde quoi. Et je trouve que c'est brillant parce que ça génère énormément de choses. Avec pas de règles, quoi. Il y a pas de règles, en fait. Il y a pas de règles et il se passe des trucs de fou à la table, quoi. Et pareil, j'ai fait jouer des gens qui jouent pas du tout. Et ça met des gens dans des états de stress. Les enfants, tu vois, mon fils, il adore jouer. Et puis il me dit, mais ça me stresse ce jeu, ça me stresse, quoi. Il se passe énormément de choses avec 3 lignes de règles, quoi. Ouais. Je pense que un des trucs que j'adore dans le game design, c'est quand tu arrives à créer énormément de choses avec pas de règles, quoi. Ce qui est très dur, mais. En général, de toute façon, en tant qu'auteur, on vise souvent les purs. Hein. C'est quand même, mais ça dépend au nouveau. Tu vois, tu regardes le jeu allemand, le jeu de gestion allemand, c'est pas forcément ça. Mais oui, globalement, dans le game design, tu cherches à avoir le moins de règles possible pour provoquer le plus d'expérience. Mais je pense que The Mind, c'est vraiment le cas extrême où je trouve ça brillant. Et à nouveau, forcément, ça a divisé. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé le jeu et des gens qui ont adoré. Moi, en termes de game design, je trouve que c'est vraiment un truc ultra brillant, quoi. Et tu comprends les gens qui ont du mal à comprendre que c'est un jeu? Ouais, oui, tu vois, moi aussi je dis concept, très franchement, pour moi c'est plus une activité qu'un jeu. Bon, en fait, tu peux débattre là-dessus. Alors, en fait, à la fin, on s'en fout. Il y a des gens qui s'amusent, que t'appelles ça un jeu, une activité, un truc. Moi, je m'en fous, quoi. Enfin, moi, il y a plein de jeux où je dis, ouais, bon, tu vois, Micromatro, bon, j'ai pas trop aimé. Je fais, pour moi, c'est pas vraiment un jeu de société parce que il y a une règle, mais pas vraiment. En fait, c'est plus on s'amuse ensemble et tout. Mais à la fin de la journée, tu t'en fous, quoi. Si les gens ils passent du bon moment, et nous, quand on fait des jeux, on veut juste que les gens ils passent un bon moment, quoi. Tu vois, les jeux de rôle, ça marche aussi parce qu'il y a plein de règles qui sont floues, en fait. Ouais. Et que parfois, ça franchit des règles aussi. Ouais, voilà, il y en a plein qui font leurs règles et tout. Et donc, à la fin de la journée, tu vois, moi, les gens qui font des mods sur mes jeux, des fan-made et tout, je trouve ça super cool parce que ça veut dire que les gens ils s'approprient et ils s'amusent. Et même s'il y a des trucs que j'aurais pas fait parce que ça me paraît bizarre en termes de game design, à la fin de la journée, si c'est des gens qui s'amusent, on fait ça pour ça aussi. Donc, je suis pas, voilà. Mais je trouve que The Mind, c'est un jeu qui est très intense parce que c'est un jeu où on est presque plus exclusivement tourné vers les autres que soi-même.
Ouais, et puis parce que ça construit une tension et à la table qui est incroyable, avec 100 cartes Ouais. et pas de règles, quoi. Enfin, Ouais. moi, je trouve ça vraiment. Pour moi, c'est un des plus beaux designs du 21e siècle, sauf vraiment, toujours, Ouais, quoi. ouais. Je sais que j'y jouerai dans 10 ans. Enfin, à nouveau, tu sais, Oui. on nous demande c'est quoi les bons jeux. Je dis, un bon jeu, j'y jouerai encore dans 10 ans, quoi. Ouais. Quand je dis aux auteurs en rendez-vous, qu'est-ce que vous cherchez comme jeu? Je dis, je cherche un jeu où dans 10 ans, je sais que j'y jouerai encore, quoi. Ouais. Et il y en a pas tant que ça. Il y a Puerto Rico, Ouais. il y a Magic, il y a The Mind. Je t'en trouverai d'autres, hein, mais il y en a pas non plus des centaines, je pense, ouais. The Main, c'est aussi un jeu coopératif. Tu as fait beaucoup de Ouais, jeux tout à fait. coopératifs. Ouais. Notamment, tu as fait Ghost Stories, qui est connu pour être alors un jeu coop c'est Pandémie qui t'a inspiré. Écoute, Non, c'est le Seigneur des Anneaux. alors à l'époque, en jeu coop adulte, il y avait le Seigneur des Anneaux de Voilà. Knizia, Voilà, ouais. c'est ça. Donc c'est le Seigneur des Anneaux de Knizia qui Auquel j'ai joué, mais pas tant que ça, et je suis même pas sûr que j'y ai joué avant de faire Ghost Stories. En fait, Ghost Stories, c'était un jeu compétitif au début, et ça marchait pas. Et c'est un copain dans mes testeurs que je salue, Bruno Goub, qui me dit pourquoi t'en fais pas un jeu coopératif, parce que t'aimes bien ça. Et le jeu a été compétitif jusqu'à ce qu'il devienne coopératif et qu'il marche en fait. Mais j'ai pas joué tant que ça au Seigneur des Anneaux. Par contre, les Cédric Comon et Thomas Provost de Ropoprod qui ont signé le jeu très vite, eux c'était des gros fans du Seigneur des Anneaux, et c'est pour ça qu'ils étaient très rapidement à fond sur le projet, parce qu'ils cherchaient un jeu coop, mais un jeu coop un peu avec un peu de challenge. Et après, moi, j'y ai rejoué avec eux, mais j'avais pas joué tant que ça à Seigneur des Anneaux. J'y ai rejoué depuis. C'est vrai que souvent, il est cité comme étant vraiment le premier jeu Ouais, coop ouais. de cette vibe-là. Il y a des chances que ce soit le premier jeu Ouais. adulte. En fait, c'est Ouais. pareil, parce que Ouais. les gens, ça c'est les gamers qui disent ça, Ouais. des jeux coop pour les enfants, il y en a Oui. depuis beaucoup plus longtemps Voilà, c'est ça. Mais en que tout ce cas, jeu-là. et mais- puis il a inspiré en fait un peu tous les. Ouais, beaucoup, bien enfin, sûr, dans ouais, son- bien sûr. Je pense qu'il a été marquant, comme après, dans la foulée, le Chevalier de la Table Ronde Oui. de Serge et Bruno était marquant aussi, parce que. Après, t'as Pandémie. Enfin, Et puis t'as après, toute t'as eu cette, Pandémie, après t'en as eu plein. Et il y a quelqu'un qui avait fait sur BGG une courbe du nombre de parutions de jeux coopératifs d'année en année. Et la courbe, elle était très très impressionnante, quoi. Elle montait dans les années 2000 à 2020, elle montait de manière exponentielle. C'était très impressionnant, ces datas. Ouais. Et tu penses que ça révèle quelque chose, que le jeu coopératif ait plus de place? Enfin, ça révèle quelque chose de changer dans les joueurs ou joueuses? Est-ce que tu penses que le fait que ce soit moins réservé à peut-être des personnes, comme tu disais, qui jouent à des jeux très matheux, très compétitifs? Je pense que ça a joué. Je pense que ça a amené au jeu plein de gens qui n'y venaient pas parce qu'ils n'étaient pas compétiteurs. Et moi, je suis un peu dans ce cas-là, même si j'aime les jeux de compétition, toi, mais moi, j'ai eu plein de gens dans mon entourage qui, les jeux, en les faisant parler un peu, ils me disaient, moi, ce qui m'embête dans les jeux, c'est, il y a les règles, c'est compliqué. Mais ils disaient, en fait, j'ai pas envie à un moment de compétition, c'est pas un moment où j'ai envie de m'amuser. Et du coup, un jeu, j'ai envie de m'amuser, quoi. Donc, il y a toute une frange de public, je pense, qui est pas du tout compétiteur et qu'on a réussi à gagner avec ces jeux-là, quoi. Et tu joues aussi beaucoup avec ton fils. Est-ce que tu penses Ouais. aussi que le fait de jouer, les compétitifs, moi je trouve que c'est parfois plus facile avec les enfants? Ouais, oui, les coop avec les enfants, surtout les enfants qui ont du mal à gérer la défaite. Ouais. Moi, ça va, mon gamin là-dessus, il a pas été trop. Mais il y a un côté, des fois, il voulait jouer à des coop parce que avec les coop, on va gagner, quoi. Enfin, Ouais. ou perdre, mais en tout cas, lui, il va pas perdre. Oui. Et avec les enfants, et c'est aussi pour ça qu'il y avait d'abord des jeux coop. Historiquement, il y a d'abord eu beaucoup de jeux de coop pour les enfants. Je pense que c'est pour ça, quoi. Et puis aussi parce que l'initiation elle est plus facile, puisque comme oui, on est tu ensemble. peux facilement voilà. t'aider, forcément, tu peux partager les règles, et comme on joue dans un but commun, c'est pas gênant, et t'as pas besoin. Et à nouveau, tu vois, il y a aussi cette histoire que les gens qui jouent avec leurs enfants, des fois, trichent à leurs dépens pour laisser gagner les enfants, tu vois. Et moi, c'est un truc que j'ai jamais fait, et c'est un truc auquel tu ne peux ne pas être confronté si tu fais des coops. Oui. Même si dans les coops, il y a beaucoup de gens qui trichent un peu. Ouais. Pour moi, ça fait partie du plaisir du coop, c'est qu'on peut, comme on joue ensemble, on peut un peu bidouiller la Oui, règle. en fait, finalement, si on se met d'accord. Dans The Mind, il y a beaucoup de gens qui D'ailleurs, dans The Mind, trichouillent, mais je trouve que ça fait partie. Moi, ça me dérange pas, ça fait partie du plaisir de l'expérience. En fait, c'est un peu, il y a comme s'il y avait il y a la règle, il y a l'esprit de la règle, et Voilà. après il y a ce que. Et il y a comment toi tu as envie prends de- du plaisir dans ton groupe de jeu. Toi, très récemment, j'ai encore quelqu'un sur Insta qui m'a dit, excusez-moi, Nabi, on veut savoir, est-ce qu'on a le droit de faire, alors là, t'as un verre ou pas? Et je dis, en fait, vous jouez comme vous avez envie de vous Ouais. amuser. Il y a des groupes qui vont être hyper à l'allemande, puis il y a des groupes qui effectivement vont faire des sous-entendus et tout. En fait, si vous avez du plaisir en jouant comme ça, faut jouer comme ça. Le jeu vous force pas à jouer d'une façon ou d'une autre, quoi. Tu considères que même si le jeu c'est toi qui en es l'auteur et qui est le créateur et tout, souvent on dit à partir du moment où on le publie, on l'édite, on le met dans le public, finalement en fait après il t'appartient plus vraiment. Ça Oui, bien sûr, je dis les gens qui font des mods et tout, moi je trouve ça plutôt chouette dans l'ensemble. Les gens qui sur les jeux coop encore plus, parce que on se rapproche du jeu de rôle dans lequel il y a plus facilement de l'interprétation, parce que comme on est avec un objectif commun, forcément ça gêne personne qu'on interprète un peu les règles. Donc ça, et moi je trouve ça plutôt chouette, pour le coup.
Toujours sur The Mind, c'est là où on est un peu dans l'inverse parce que c'est vrai que Hanabi, il y a quand même quelque chose une filiation puisque c'est un jeu quand même c'est un jeu à communication limitée. Alors là, on peut se parler dans The Mind, on se parle pas du tout. Et tu disais tout à l'heure, The Mind, c'est presque Hanabi enfin, tu faisais la parallèle. Il y a un côté de, quand j'y ai joué, il y a ce côté de, c'est ce que j'imagine aimer faire. C'était une autre époque et en design n'est pas pareil aussi. Oui, bien sûr. L'idée c'est de créer une forte interaction sociale à la table avec pas trop de règles. Et Hanabi c'est quand même complexe, soit cognitivement c'est encore complexe quoi. Là où The Mind, tout le monde peut jouer à The Mind en fait. Hanabi ça gagne le spiel famille et en fait c'est déjà un jeu compliqué, tu vois, cognitivement c'est engageant avec des enfants, je sais pas si t'as essayé mais en fait c'est pas si simple en fait. La partie elle peut être assez longue finalement parce que comme il y a de la réflexion et tout, donc c'est un jeu qui est quand même complexe. Là où The Mind, tu peux jouer avec tout le monde, quoi. Tu penses qu'aujourd'hui, il serait, par exemple, pour le Spiel, il serait plus en. Moi, je sais pas, Skyteam était en général, donc pour moi, Skyteam, c'est pas du tout un jeu familial, donc bon, je saurais pas te dire. À l'Asdor, ça sera en initié, je pense, à Navi. Mais du coup, au Spiel, comme il y a une catégorie de moins, je saurais pas te dire. Ouais. Puis c'est notre époque, il y a plus de jeux, les jeux étaient quand même globalement plus compliqués dans les années 2010 qu'ils sont en 2020, je sais pas. Toujours dur à dire, quoi. Et sur Ghost Stories aussi, il a été, le thème était important. Ouais, tout à fait. C'était fondateur, en fait. Tu voulais ce thème-là. Complètement. Ouais, le thème était là dès le début. Et mon plus grand regret d'auteur, c'est d'avoir accepté qu'il soit changé quand Repos a fait Last Bastion. Ouais. Et j'ai accepté par fatigue de ne plus vouloir lutter. Ok, un peu à l'usure. Alors. Ouais, clairement, vraiment à l'usure. Enfin, je le dis, tu vois, sans arrière-pensée et tout. On en a parlé. Je m'entends très bien avec toute l'équipe et ils le savent. On l'a dit. Il y a pas de rancœur, si tu veux. Oui, c'est pas tu l'as pas vécu, mal vécu. Non, voilà, un moment c'est fait, et puis voilà. Et puis peut-être qu'on aurait gagné. Le jeu a pas très bien marché. Peut-être si on avait gardé le thème, il aurait pas forcément mieux marché. Tu vois, j'en sais rien. Donc je vais pas dire que c'est à cause de ça que le jeu a pas marché. Ce qui est vrai, c'est que le thème de Ghost Story, c'est un thème qui est moins fréquemment utilisé dans les jeux et qui était. Je pense qu'il y a eu une part du succès du jeu original, à mon avis. Ouais. Il y a le fait qu'il y avait pas beaucoup de coop, que c'était un coop dur. Et qu'il y avait un thème qui était un peu pas comme d'habitude aussi. Ouais. Et elle te vient où l'inspiration de ce thème en fait Les films en fait. Les films. Moi, je suis un grand amateur de cinéma asiatique et j'ai regardé je regardais beaucoup de films d'arts martiaux de Hong Kong quand j'étais jeune. Je regarde encore, d'accord. Et c'est vraiment un grand classique des années 80. Donc il y a une trilogie qui s'appelle donc Histoire de fantôme chinois en français. Je te ferai pas le titre en chinois parce que je parle pas du tout chinois, mais en français c'est Histoire de fantôme chinois et le prototype s'appelait HFC pour Histoire de fantôme chinois avant de s'appeler Ghost Stories. Donc l'inspiration vient vraiment précisément de cette série de films et globalement de mon amour pour le cinéma asiatique des années 80 et ce qu'on appelait la kung-fu comédie sur des films à bouffons et où aussi on se tape dessus en gros. On va passer à ton dernier jeu que tu as choisi. Bon alors c'est un jeu, en fait c'est un peu le jeu sur lequel j'ai parié que beaucoup de gens l'auraient, j'avoue. C'est Magic the Gathering de Richard Garfield. Magic, de toute façon ça a forcément eu... Ça, c'est même difficile, mais ça a eu un impact considérable sur tout le milieu du jeu, en fait. Oui. Ça a changé. Je pense que ça a vraiment changé, ça a ouvert. Enfin, il y a eu il y a eu avant-après, quoi. Il y a eu tous les jeux, même de deck building maintenant. Il n'y a pas Magic à un moment, il n'y aurait pas eu le deck building 20 ans après, ou je sais pas combien de temps après. Donc c'est un jeu de Richard Garfield qui crée, parce qu'en fait, à la base, il veut faire éditer un autre jeu. Ouais, qui s'appelle. C'est par Ricochet Robot, son truc de robot. J'ai perdu le nom. Robot Rally, oui, je sais ça. Voilà. Qui est un trop gros jeu pour le petit éditeur, parce qu'il y a du matériel et tout. Et l'éditeur lui dit ça c'est chouette, mais c'est trop compliqué. Est-ce que tu peux pas nous faire un petit jeu pas cher, en gros. Et du coup, il fait Magic parce qu'on lui demande de faire un petit jeu pas cher. Ouais. Un petit jeu qui occupera les joueurs en fait en convention entre deux parties d'un. Ouais, des gros jeux qui se pratiquaient beaucoup à l'époque, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il fait Magic pour ça. Ouais. Et ce petit jeu aujourd'hui, il est 30 ans, 30 ans cette année, dans l'année dernière. 93, 31 ans. Ouais. Et puis qui se renouvelle tout le temps. Qui est un jeu majeur du paysage ludique, c'est sûr. Moi, j'y ai joué. Tu le découvres en 93 ? Moi, je découvre en 95. Ouais, c'est ça, je suis au lycée, donc 95. Et à l'époque, je vais à la boutique je prends le bus pour aller à la boutique d'à côté, parce qu'il n'y en a pas dans ma ville qui est trop petite, pour aller jouer à Magic, dépenser mon argent de poche, parce que, à l'époque, pour acheter des boosters Magic, qui étaient d'ailleurs en anglais, c'était un peu avant la VF. Et puis, j'y joue pendant très très longtemps, jusqu'à ce que je recommence à basculer, où je rejoue beaucoup au jeu de rôle. J'arrête un moment, je vends mes cartes et tout. Et je refais du jeu de rôle, et après, je commence à avoir du jeu de société, mais j'ai joué pendant plusieurs années à Magic. Et après, j'ai fait des rechutes régulières, à la faute à Théo-Rivière ou pas. Et maintenant, je joue toujours un peu. J'ai fait jouer mon gamin, on a joué un peu. Et maintenant, je fais un week-end par an à l'atelier où on se fait un week-end Magic. On en fait un par an où là, on se retrouve et on joue à Magic parce que dans l'année, j'ai plus vraiment le temps de jouer. Mais on joue quand même toujours à Magic régulièrement. On fait un draft. On a des trucs
comme ça, quoi. Ouais, dans Magic, tu le disais, en fait, c'est probable, ça fait partie des jeux qui ont inspiré aussi le deck building, même si Ouais, c'est un bien deck sûr, building bien qui sûr. se fait hors jeu, Ouais, mais bien qui est une sûr, partie mais- en fait intégrante du jeu, quoi. Ouais, complètement, mais enfin, et pas que ça, enfin. Ouais. Je pense que tous les designers, tu vois, ils ont joué à Magic à un moment, enfin, c'est sûr. Et après, quoi. t'as la partie combo. Ouais, les combos. Mais sur la partie les- deck building, je sais pas si tu as par exemple, des jeux comme Challenger, c'est des jeux qui t'ont parlé parce qu'il y a aussi cette Ouais, je idée trouvais ça super bien, on a Challengers. des phases en dehors des phases vraiment de jeu qui sont autant Moi, importantes. Challenger, j'ai trouvé ça, on l'aurait signé, hein, nous, chez Playpack, quand on nous l'aurait montré, on l'aurait instantanément signé, je pense. J'ai Ouais. trouvé ça très brillant, pareil, en termes de game design. Pour le coup, les inspi, c'est plutôt les auto-battleurs jeux vidéo, mais Oui. il y a aussi une partie qui vient de Magic là-dedans, ouais, c'est sûr. Mm. Enfin, Magic, de toute façon, ouais, c'est vraiment un monument comme Catan. Sauf que je joue pas à Catan et que je joue toujours à Ouais. Magic, c'est plus une question de goût et tout. Mais... Et toi, t'aimais passer du temps à faire tes decks de Magic ou... Alors à l'époque quand je jouais, à l'époque oui parce que t'avais pas le choix. Maintenant que je joue, que j'ai pas le temps, je t'avoue que non, je récupère des listes, des choses comme ça et je les rebricole. Mais en fait, il faut un investissement temporel qui est énorme. Moi, je l'ai plus donc. Mais à l'époque, oui, à l'époque il y avait pas Internet, donc de toute façon on testait, on faisait les decks à la volée. Il y avait la méta, elle était beaucoup plus lente Ouais. que maintenant. Maintenant, forcément, les listes et les cartes, tu sais avant que ça sorte quelles sont les bonnes cartes, donc ça c'est plus le même esprit. Mais à l'époque, ouais, on bricolait, on faisait les decks. Et puis moi, j'aimais déjà bidouiller. Donc le deck, je jouais 3 parties. Et après, ça me saoulait. J'avais envie de faire un nouveau deck parce que ce qui me plaisait le plus, c'était finalement la créa plus que le jeu déjà à l'époque. Quoi. Et sur l'aspect combo qu'on a sur les cartes en fait, et puis le fait que les cartes n'ont pas la même, en fait les cartes dans ta main, intrinsèquement elles ont pas la même valeur que quand tu les joues, ce que je trouve assez fort dans Magic parce qu'en fait une carte peut être inutile à un moment et devenir tout à fait, puissante ouais. à un autre. Ça c'est quelque chose que tu as exploré ou pas ou... J'ai pas trop utilisé ça en fait. Je pense parce que du coup, comme je cherche à faire plutôt des trucs très épurés, ben pas de texte et tout, donc ça limite quand même c'est mes 4 combos et tout, tu vois. Et comme moi j'essaye de faire plutôt des trucs où il y a pas de texte si possible, Ouais. du coup j'ai pas trop fait Sauf ça. les jeux narratifs. Par contre j'aime ça, tu vois. J'aime ce genre de jeu. En tant que joueur j'aime y jouer. Je joue à combo, un truc comme ça, c'est des trucs qui vont me plaire. Bah à nouveau, si t'as joué à Zenith, Oui. c'est un peu de la combo de cartes. Bah bien sûr. Pas ouais, au niveau de Magic, mais Ouais. c'est quand même un peu de la combo de Ouais. cartes, quoi. ouais. Et en tant que joueur, j'aime y jouer, mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai spécialement Envie de développer. que j'ai pas eu l'occasion de développer. Toi, envie, pas forcément. Mais Ouais. et ce que j'aime bien dans Zenith, d'ailleurs, c'est que t'es à la frontière entre c'est de la combo de cartes, mais avec des effets quand même qui restent simples. Oui. Toi, t'as pas besoin de dire 10 lignes de texte pour faire Et ta te poser synergie avec une autre et d'aller carte. vérifier le sens exact. Donc et en tant tout. que joueur, c'est un truc que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai vraiment moi utilisé spécialement. Je crois pas. Hein, mais... Comme on peut avoir des goûts différents de ce qu'on crée derrière. Ouais, à nouveau, c'est ce que je te dis. Enfin, j'aime bien jouer à un gros jeu de gestion de temps en temps et j'en ai pas designé, mais c'est parce que c'est pas ma zone de confort. Mais j'aime bien y jouer quand même. En fait, à nouveau, moi j'aime les bons jeux. Donc si c'est un bon jeu d'ambiance, si c'est un bon jeu pour enfants, si c'est un bon jeu de 3 heures, Tu bah fais en la fait, cible des bons jeux, comme on dit. je veux bien y jouer en fait. Ouais. Je veux surtout que ça soit bien en fait. Et tu joues un peu sur Arena ou pas du tout? Pas beaucoup, un peu depuis en fait je teste. On a testé Architect, on a fini de le tester sur BGA avant que ça sorte. En fait, j'ai fait beaucoup de parties. Et là chez Playpunk, on se débrouille pour avoir les versions. On a déjà une version de Zenith BGA privée en fait. Je l'utilise surtout pour bosser parce que ça fait des stats et j'aime bien les stats. Et je joue pas plus que ça. Moi j'aime bien jouer. Tu préfères quand même ouais. avoir le. J'aime bien jouer avec les gens à la table. Ouais. Et sur Magic, tu joues en ligne sur Magic? Il y a une ou pas époque où j'ai joué un peu quand ils ont ressorti la nouvelle version. J'y ai joué un peu aussi parce que c'était une façon de jouer à Magic alors que j'avais pas le temps et tout. Donc là j'ai joué un peu mais j'y joue plus. J'ai énormément joué à Hearthstone aussi à un moment. Ouais. Ludovic Maublanc il joue toujours des heures par jour, mais ouais il y a une époque où j'ai beaucoup joué à Hearthstone au boulot. Mais Magic, là maintenant, je dis, on fait surtout un week-end où de temps en temps, j'emmène 2 decks en vacances avec mon gamin parce que j'aime bien jouer avec mon gamin. Et pareil, ça demande du temps, on peut pas tout faire. Sur les ambiances et tout, par exemple, quand tu vois le Seigneur des Anneaux dans Magic, ça te. Ouais, c'était chouette, j'ai bien aimé. Toi qui sors aussi un jeu qui est dans cette. En fait, ce que j'adore en termes de créa dans Magic, c'est que déjà, ils arrivent encore à trouver des nouvelles mechas que je trouve solides, pas toutes, mais 30 ans après, c'est quand même c'est une sacrée prouesse de trouver encore des nouvelles idées fonctionnelles et bien. Et j'adore la façon dont ils adaptent en termes de fluff. En fait, le flavor d'un Magic, comment ils transposent justement les licences dans les effets de cartes, il y a vraiment, je trouve ça brillant, quoi. La manière dont ils arrivent à joindre la mecha et ce qu'elle évoque dans l'univers qu'ils ont pris, c'est trop bien, quoi. Enfin, ça marche super bien. Ils sont vraiment très très bons là-dessus, quoi. Et c'est un truc que j'adore, moi, quand tu arrives à lier le fluff et la mecha. C'est un truc auquel je fais très attention et dans Magic, c'est vraiment brillant, je trouve. Donc là, maintenant, tu es éditeur. Est-ce que ça change quand tu joues au jeu? Est-ce que ça change vraiment ton prisme? Quand je joue au jeu, non, je pense quand on te pas. présente des prototypes, est-ce que tu penses que ça on aborde, parce que
Est-ce que on aborde différemment les jeux selon qu'on est joueur, auteur ou éditeur? Est-ce qu'il y a des choses sur Non, je lesquelles pense pas, parce que finalement, que tu sois auteur ou éditeur, c'est pareil. De toute façon, le jeu, tu joues dans un cadre analytique. Tu décortiques parce que ton cerveau, il a l'habitude de faire ça, il le fait forcément. Et tu vois, j'ai pas vraiment de différence finalement entre la créa et le développement. Bon, Ouais. tu vois, c'est pas tout à fait la même chose, mais globalement, on développe Ça se le jeu, rejoint. quoi, tu vois. Ouais, ça se rejoint. Donc ça change pas ma perspective là-dessus. Ma perspective, elle est changée sur le statut d'auteur et le statut d'éditeur, tu vois. Ouais. Je râle, très franchement, je dis pas ça, je râle beaucoup moins après mes éditeurs. Maintenant que je suis de l'autre côté, Ouais. je vois qu'il y a des trucs pour lesquels je râlais, ou quand t'es de l'autre côté, tu t'aperçois que c'est pas si simple à gérer, que ça demande beaucoup de temps. Et j'ai tendance un peu à prendre la défense des auteurs, et très franchement, le statut d'auteur, il est pas si mal, en fait, quand t'es passé du côté éditeur. D'accord. Il y a ce côté, une fois que t'as fait ton design, globalement, t'as plus à gérer la vie de ton jeu. Quand t'es éditeur, tu continues à être impliqué, à gérer plein de soucis sur le jeu pendant très longtemps, et je relativise vachement le statut d'auteur depuis que je suis éditeur déjà, ouais. Là, votre premier jeu, Captain Flip, il est nommé pour le Spiel des Jahres. Qu'est-ce que ça fait d'être nommé, toi qui l'as obtenu en tant qu'auteur, qu'est-ce que ça fait d'être nommé côté éditeur? Est-ce que c'est quel est le ressenti, en fait? En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup plus d'affect sur les jeux côté éditeur que sur les miens. Pour la même raison qu'avant, c'est qu'en fait, quand t'es auteur, à partir du moment où le jeu est nommé, il est déjà sorti, a priori, sauf... Donc, il est déjà un peu plus loin que toi? Enfin, un peu plus loin que toi, voire il est mort. Moi, je joue plus à mes jeux quand ils sont finis, tu vois. C'est vrai, tu joues jamais à tes... Tu vois, Anabi, quand il est nommé au Spiel, moi, il est sorti depuis 3 ans en France. Ouais. Moi, je me rappelle déjà plus qu'il existe, en fait, le jeu. Okay. Alors que quand t'es éditeur, t'es encore, tu vois, quand Captain Flip, il est nommé... une implication qui est plus forte. Tous les jours, on bosse sur Captain Flip encore. On est en train d'essayer des partenaires à l'étranger. On est en train de réfléchir à est-ce qu'on peut faire une extension. Et on est encore en plein dans le jeu, donc ça a vachement plus d'impact. Parce que c'était encore dans le présent. Quand t'es auteur, quand t'es nommé, moi je suis déjà pas mal dans le passé. T'es déjà en train de bosser sur les prochains jeux. Celui-là, t'as fini. Ce que je disais tout à l'heure, tu vois, je relativise auteur, parce qu'auteur, quand t'as fini, t'as fini. Éditeur, tu continues à travailler le jeu pendant très longtemps. Et du coup, de fait, la nomination, elle a plus d'impact, alors que c'est pas mon jeu en tant qu'auteur. Mais parce que je suis en train de bosser sur Captain Flip tous les jours. Donc forcément, la nomination, on est à fond, quoi. Beaucoup plus que sur un jeu que j'ai créé, en fait. Donc là, tu disais, il y a Zenith qui sort pour Playpunk. Ouais. Et toi, dans tes créations personnelles, il y a, on parlait de Seigneur des Anneaux, le duel qui est... Duel for Middle Earth. Une refonte de Seven Wonders Duel. Et parce que je sais qu'une fois, tu m'avais dit que tu finissais un peu tes gammes, tout à fait, ouais. mais que tu avais surtout envie de passer du temps à faire du jeu de rôle et d'autres projets. Est-ce que tu as quand même encore des envies de création particulières ou... Alors, des envies, j'en ai, mais du coup, comme j'ai moins de temps, alors j'ai quand même envie de créer, mais j'ai envie de créer de façon plus restrictive. D'une part, parce que j'ai déjà fait beaucoup de jeux et je veux essayer de pas répéter des choses que j'ai déjà faites. C'est un peu le risque quand tu commences à faire beaucoup de jeux. Parce qu'il y a énormément de jeux aussi qui sortent, donc je veux faire des jeux qui, si possible, ressemblent pas trop à ce qui sort, tu vois. Donc du coup, je m'auto-limite. Et puis là, j'ai moins le temps parce que forcément, Playpunk, c'est tout jeune, donc je passe énormément de temps sur Playpunk. J'ai bon espoir qu'à un moment on puisse embaucher des gens et que avec Thomas on puisse surtout faire le truc où je pense qu'on est bon, qui est le dev, et qu'on puisse faire les trucs où on n'est pas bon. Gérer de l'administratif, de la logistique. Ouais, voilà, où tu vois, même gérer de l'événementiel et tout, ça, on est nul, tu vois. Là, on est à Vichy, on a 2 tables, on a qu'une nappe, on n'a même pas une PLV parce que on est nul pour ça, quoi. Donc à ce moment-là, je referai un peu plus de créa. Là, pour l'instant, je fais vraiment en perso, je fais un jeu après l'autre, tu vois. Ouais. Là, j'ai fini, donc on a fini avec Bruno Duel for Middle Earth. Du coup, j'ai ressorti un proto qui est vieux, mais j'attendais d'avoir fini Duel parce que je fais un jeu perso, après je l'ai fait un par un, quoi. Donc là, j'ai 2-3 jeux qui sortent, mais en fait, c'est des aléas de calendrier, c'est des jeux qui ont du retard, en gros. Ouais. Il y a une extension pour Roleplay, c'est ça aussi, non? Il y a, tu vois, l'extension pour Roleplay, j'ai fini il y a longtemps. Ouais. Takenocolor avec Corentin, nous, on a fini il y a 4 ans, je pense. Donc ça sort là, mais tu vois, en fait, les gens me disent « Ah, mais tu fais encore plein de jeux ?» Je fais « Ouais, en fait, non, mais vous vous rendez compte qu'il y a une latence dans l'édition. » Et d'ailleurs, ça, le fait que le jeu, tu dis « Je l'ai fini » et puis ça il y a 4 ans, je comprends qu'effectivement, t'es moins investi. Tu peux pas être investi, évidemment. C'est impossible. Ouais, bien sûr. Donc, alors après, une nomination, t'es toujours content, mais du point de vue éditeur, je trouve que ça n'a pas du tout le même impact, quoi. Et puis, à nouveau, nous, la nomination sur Captain Flip, c'est le premier jeu de la boîte, donc ça, tu vois, ça permet de, après, quand tu vas chercher de l'export et tout, les gens, du coup, t'as leur attention, hein, très clairement. Nous, il y a des gens qui ont commencé à nous répondre à nos mails après qu'on a été nommés, hein, soyons clairs. Donc, ça a une vraie importance dans le développement de la société. Ouais. Quand t'es auteur, c'est cool parce que c'est ton jeu et pour l'ego et parce que ça va en vendre et t'es toujours content de récupérer des sous. Pour une société d'édition, ça a plein d'impacts qui sont, du coup, plus importants et plus engageants, je trouve, que de juste le fauteuil d'auteur, quoi. Et très récemment, il y a hormis les jeux que tu travailles sur lesquels tu travailles pour Playpunk et tout, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a vraiment mis une claque Dernièrement, faudrait que je vérifie, faudrait que je trie, j'ai pas de mémoire. T'as un BG Stat. J'ai surtout fait, faut que je regarde sur mon BG Stat. Alterne, on peut parler d'Alterne si tu veux. Ouais.
On parle de jeux à collectionner. J'ai beaucoup joué. J'ai déjà beaucoup joué. C'est pas sorti il y a longtemps, mais j'ai pas mal joué déjà à Altered avec mon gamin. Et je trouve ça super intéressant aussi en termes de design. Il y a des vrais partis pris de design et technologiques avec les systèmes des QR codes et dans le gameplay. Et j'ai trouvé, alors j'ai pas assez joué pour dire c'est brillant, mais pour l'instant j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer Altered. Toi qui es joueur de Magic. Parce que j'ai joué à Magic, et puis à nouveau parce que c'est des moments où je joue avec mon gamin et c'est des moments privilégiés où on joue tous les deux aussi, donc ça fausse un peu ma. Oui, ça donne un biais particulier au parti. Je trouve que c'est un beau projet, et puis c'est un projet. C'est incroyable. Oui, c'est un projet assez fou, quoi. Beaucoup trop ambitieux. Enfin, moi, quand il a lancé ça, je dis mais Régis, t'es un grand malade, quoi. Enfin, t'es fou, quoi. Et ils l'ont mené au bout, et j'espère vraiment que ça va marcher parce que le projet est beau et vraiment le jeu en termes de game design le mérite, je pense. Écoute, je te remercie beaucoup, Antoine. C'était super cool de faire cette interview sur notre petite table improvisée sous un escalier. Dans un petit coin sous un escalier. On est bien. On est pas mal, finalement. On remercie tous les auditeurs et auditrices qui écoutent, et puis à bientôt. Salut. Très bien, salut.